Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Faut-il encore croire à la science? C'est la question que l'on va poser à nos invités. Tout d'abord, Julien Dive, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LR, les Républicains de l'Aisne. Merci d'être parmi nous. Juste en face de vous, Robert Genet, bonjour. Roger, bonjour. Directeur général de l'ANSES. Directeur général de l'ANSES, on est bien d'accord. Et juste à mes côtés, Patrice Moyon, donc rédacteur économique à Ouest France. Voilà, très heureux de vous avoir ici. On va aborder une véritable question, une question qui est essentielle pour l'avenir, moi je pense, du progrès en France. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de croire à nouveau en la science ou est-ce qu'on n'y croit plus? C'est-à-dire qu'après des siècles où on a cru dans les religions, il y a eu des siècles où on a cru en la science et aujourd'hui on croit en quoi? Julien Dive. Déjà, la science, c'est factuel. C'est factuel, c'est un travail qui est abouti de longue haleine par des chercheurs qui apportent des résultats, qui ont aussi en eux la culture du doute, puisqu'ils savent aussi se remettre en question. Et c'est justement cette remise en question qui est saine. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Et j'ai l'impression que dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, celle du tweet, celle de celui qui sait mieux que le voisin, sans pour autant avoir maîtrisé le sujet, eh bien, on vient remettre en cause toute cette connaissance. Et c'est ça qui crée finalement des phénomènes de tension, de crispation, et qui découle finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'agriculture, ce qu'est l'agribashing. Alors c'est vrai qu'avant il y avait le blanc, le noir, il y avait le vrai, le faux, la science et la religion. Maintenant on mélange tout. Oui, j'ai le sentiment qu'on mélange un peu tout. J'ai le sentiment qu'on remet en cause, alors je le dis, la culture du doute est bien, notamment dans le domaine de la science. Savoir douter de ses croyances, c'est important, mais ça ne veut pas dire savoir douter des faits. Et quand les faits sont prouvés, sont avérés, vous voyez, hier, je regardais ce pauvre homme qui s'est écrasé avec sa fusée, voulant prouver que la Terre était plate. Mais qui aujourd'hui, en 2020, ose encore faire croire que la Terre est plate? Eh bien, c'est la même chose dans d'autres domaines. C'est vrai. Patrice. Oui, alors Roger Genet, on doute de tout, même de la science, c'est-à-dire que toutes les institutions sont remises en question. La science, c'est factuel, mais la science, c'est aussi de l'incertitude. Donc comment est-ce qu'on rassure le consommateur? D'abord, croire en la science. Est-ce que vraiment on peut poser le débat comme ça? Parce que est-ce que c'est une croyance? Moi, j'ai envie que les gens remettent en cause, remettent en jeu, débattent en fait de la science. Parce que c'est plus une question de confiance et aujourd'hui de défiance, effectivement, qu'une question de croyance. Je pense qu'on organisera un débat scientifique, en fait, pour les 10 ans de l'ANSES en juillet, sur cette question de la crédibilité de la science, la crédibilité de l'expertise scientifique. C'est la même racine, hein, mais crédibilité, c'est donner crédit, c'est donner confiance, c'est pas croire. Effectivement, c'est pas une religion, la science, et je pense qu'elle mérite un débat. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon dont aujourd'hui on délivre les informations scientifiques, comment on associe une population qui est extrêmement éduquée, qui a des bases extrêmement solides, dans le débat, voire même en les faisant participer en fait, à ce qu'est la science. Il y a des exercices de science participative extrêmement intéressants qui doivent nous permettre de trouver un nouveau contrat de confiance entre la société et ses institutions. Juste un mot pour dire que ce n'est pas les chercheurs, il n'y a pas de défiance vis-à-vis des scientifiques. Tous les sondages qu'on fait montrent que nos concitoyens ont une très grande confiance dans les scientifiques. Mais par contre, ils ont une défiance dans les institutions, y compris des institutions scientifiques. Et donc c'est là où effectivement il faut qu'on arrive à construire d'autres modalités de dialogue, d'autres modalités d'échange, voire de co-construction entre nos concitoyens et les scientifiques. Alors, l'ANSES a évidemment un rôle majeur, mais parfois les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Je vais vous prendre un exemple récent, SDHI, donc un fongicide qui est utilisé en agriculture. Un chercheur de l'INSERM dit, mais écoutez, moi je pense qu'il y a un risque pour la santé humaine. L'ANSES dit, a priori non. Comment est-ce qu'on procède à ces arbitrages? Alors, d'abord, en fait, c'est normal qu'il y ait du débat scientifique. Enfin, c'est la façon dont avance la science, c'est avec le débat. On remet en cause des hypothèses sur la base des données expérimentales. On construit des hypothèses, on construit des plans d'analyse et sur la base des résultats, on révise des hypothèses. Voilà. Sur l'affaire des SDHI, une équipe de chercheurs a émis une hypothèse. Aujourd'hui, on a réuni un collectif d'experts en urgence. C'est comme ça qu'on fait. On regarde toutes les publications qui sont disponibles dans le monde.
on réunit des spécialistes de différentes disciplines pour analyser la publication d'une équipe qui a sa spécialité et son hypothèse. De façon générale, une expertise scientifique, elle s'appuie sur un panel d'études pour éviter les biais. Et là, en l'occurrence, on a une seule étude, ce qui n'est pas suffisant, je dirais, pour avancer, mais bien entendu, on finance des études. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à chercher. On finance des études et on continue à chercher sur les hypothèses. Julien Dive. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement certaines personnes qui utilisent des prétextes à des fins politiques ou militantes, et d'ailleurs leur statut, on parlait à l'instant d'un chercheur, qui viennent tuer justement la cause de la science. Je m'explique. Les SDHI, vous venez d'en parler, les SDHI pour le grand public, c'est un fongicide. C'est un fongicide qui sert donc à lutter contre certains champignons qui viennent tuer une plante ou la rendre malade. Il y a aujourd'hui une communauté scientifique qui émet un avis, vous venez de le rappeler, et lorsque c'est remis en cause, et c'est normal qu'il y ait du débat scientifique, c'est comme dans la vie publique, c'est normal qu'il y ait du débat, c'est important et qu'il y ait des remises en cause. Mais lorsque cela est remis en cause au sein de la communauté, mais que c'est mis sur la place publique à des fins politiques, moi j'ai le sentiment que ça tue le rôle de la science et ça tue justement ce qu'est censé faire la science, c'est-à-dire créer de la confiance. La science aujourd'hui, elle est dans la société. Et donc, il y a des questions scientifiques qui sont des véritables questions de choix de société, qui sont des questions politiques au sens noble. Et donc, c'est normal qu'à ce moment-là, il y ait ce débat. Bien sûr, les arguments scientifiques peuvent être instrumentalisés pour défendre une posture, une position, une conviction, mais c'est de notre responsabilité à nous, en tant qu'agence scientifique d'expertise, que de faire s'exprimer toutes les tendances scientifiques et de donner de façon très calme, sereine, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le plan scientifique par rapport à toutes les données disponibles. Je pense que l'équipe de scientifiques qui a lancé cette alerte est parfaitement convaincue en fait, de l'hypothèse qu'ils conduisent. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque arrière-pensée de leur part. Que ensuite, effectivement, ça puisse être instrumentalisé, bien, on a pu le constater. Mais pour autant, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, je pense que la science, elle est dans le débat politique. Elle est là pour éclairer la décision publique. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle proximité entre le temps scientifique, qui est long, parce que le temps scientifique, on sait que c'est long, il faut remettre en cause, rechercher, et le temps du débat public? En fait, il y a la science, il y a les organismes de recherche qui, sur la base, les connaissances progressent. On finance des grands programmes nationaux, européens, internationaux pour faire avancer le front de science. Ce que font les agences scientifiques d'expertise, c'est qu'elles font une photographie instantanée à un temps donné. Voilà aujourd'hui sur telle question, effet des radiofréquences sur la santé. Que peut-on dire aujourd'hui par rapport aux données scientifiques disponibles? Et ces avis, ils sont régulièrement révisés. Alors, ça peut donner à nos concitoyens susciter une certaine défiance parce que ce qui était autorisé il y a 5 ans ou il y a 10 ans devient aujourd'hui interdit. On se dit, mais alors finalement, pourquoi est-ce que c'était autorisé puis maintenant que c'est interdit? Donc on voit bien qu'on s'est trompé. Non, on ne s'est pas trompé. La science progresse, on est de plus en plus fin sur notre analyse, on est aussi de plus en plus exigeant. Il faut comprendre, pour rebondir sur la question tout à l'heure, que l'ANSES, par exemple, on ne l'interroge pas sur des vérités scientifiques avérées. Sur l'effet de la nicotine ou du tabac sur le cancer du poumon, il n'y a rien à démontrer scientifiquement, hein, tout est connu. Et ensuite, on met une politique publique en place. On nous interroge sur des questions de grande incertitude, c'est-à-dire qu'on va graduer le niveau d'incertitude. Ce qui est très important, c'est la transparence. La transparence à chaque étape, sur les méthodes qu'on utilise, sur les articles scientifiques qu'on prend en compte, sur le résultat de l'expertise et sur le fait qu'on va la réviser régulièrement. Patrice Moyon. En clair, ce que vous dites, c'est être attentif aussi aux signaux faibles, y compris sur le plan de la santé. Je pense par exemple, puisqu'on est au Salon de l'Agriculture, on avait une expertise des molécules. Et puis aujourd'hui, on commence à se poser des questions sur les effets cocktails. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de dire, voilà, on cherche, c'est ça Absolument. L'agence, elle a finalement 3 missions intégrées. On est une des agences qui avons un spectre d'activité le plus large en Europe. Une mission de recherche
produire des connaissances, une mission d'expertise sur tous les grands enjeux de santé environnementale, de santé au travail, de santé alimentaire. Et puis, on évalue les produits réglementés, les médicaments vétérinaires, les produits phytosanitaires, en vue de leur mise sur le marché. Mais pour nourrir tout ça, on coordonne des réseaux de vigilance. On coordonne, par exemple, tous les centres antipoison et de toxicovigilance. Les gens ne le savent pas forcément. Donc tous les signaux qui peuvent remonter par les centres antipoison sont analysés par l'agence. On coordonne des réseaux de phytopharmacovigilance, c'est-à-dire sur le terrain, on finance des réseaux qui nous remontent les signaux faibles de l'impact des produits pesticides sur l'environnement, sur les organismes cibles, et qui nous permettent de réagir et d'anticiper des risques et ne pas arriver dans une catastrophe qu'on n'aura pas vu venir. Et dès qu'on a un signal qui pourrait faire naître d'interrogations sur un risque pour la santé et l'environnement, on peut à tout moment réévaluer nos expertises ou nos autorisations. Donc c'est l'intégration de tout ça qui fait sens. Roger Genet, c'est très bien ça. À un moment donné, vous allez donner un avis, mais après, il faudrait qu'on arrête de discuter, il faudrait qu'on passe à un autre sujet. Alors, vous savez, les avis, ils sont ils sont soumis à révision systématiquement. Il n'y a pas de vérité. Et je pense qu'en science, il faut être extrêmement humble. Il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a un point des connaissances à un temps T, à un moment donné, qui peuvent être remises en cause par de nouveaux résultats scientifiques. Et c'est ça, finalement, cette distinction, ce temps dont vous parliez entre l'évaluation scientifique, qui généralement ne conduit pas à une décision blanc ou noir, qui conduit à un niveau d'incertitude, à une graduation du risque, sans écarter totalement les risques, à une décision publique qui est la vôtre en termes de parlementaire, qui est j'autorise pas, je mets en place telle politique publique. Donc cette différence de modalité de fonctionnement qui crée effectivement une difficulté. Oui, alors je rejoins absolument. Et d'ailleurs, nous avons besoin de la science. Nous avons besoin des instituts comme l'ANSES et d'autres qui ont un rôle fort, qui ont un rôle autonome. Ce qu'on n'a pas dans d'autres pays. D'ailleurs, moi j'aimerais qu'on ait une ANSES à l'échelle européenne qui permettrait d'avoir un vrai rôle de conseil pour des décisions qui sont prises au Parlement européen. Et c'est vrai que lorsqu'on est amené à légiférer ou prendre une décision, l'exemple du glyphosate en est un concret, puisqu'on a une annonce publique sur un arrêt d'usage d'un herbicide qui est le glyphosate. Et ensuite, on dit, mais attention, quels sont les vrais impacts sur l'environnement, sur la santé, quelles sont les alternatives et d'ailleurs les conséquences de ces alternatives lorsqu'elles sont chimiques. Et nous, on a besoin, lorsqu'on est amené à prendre des décisions, d'avoir toutes ces clés-là, parce que derrière, c'est l'enjeu sociétal qui est engagé. Et l'enjeu sociétal et la responsabilité, c'est nous qui la portons. Julien Dive, ça c'est très bien, on a parlé de l'ANSES, mais les politiciens, vous-même, aujourd'hui, vous faites feu de tout bois de façon globale, c'est-à-dire que vous allez suivre les lanceurs d'alerte? Pas forcément. On peut suivre les lanceurs d'alerte, effectivement, parce qu'ils sont là pour lancer des initiatives, pour alerter sur un sujet de société. Et c'est tant mieux, parce que ça permet aussi d'éclairer lorsqu'il y a besoin d'ouvrir le débat et d'apporter une précision. Mais attention, je le dis, un lanceur d'alerte n'est pas non plus celui qui a la science exacte. La preuve, même la science est capable de se remettre en question, est capable de s'interroger, est capable d'avoir cet esprit et cette culture du doute qu'on doit tous avoir, je crois, lorsqu'on est amené à prendre des décisions. Et même nous, lorsqu'on doit prendre une décision, légiférer, il ne faut pas le faire avec la main tremblante, mais il faut toujours le faire en ayant pesé à la fois le pour et le contre. Roger Genet, comment est-ce qu'on remet de la science justement dans le débat public ? Je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut absolument qu'on trouve d'autres modalités pour associer nos concitoyens à la décision publique de façon générale. Ça ne vaut pas que dans le domaine sanitaire. Et on a beaucoup travaillé, et l'ANSES depuis 10 années a mis en place des contacts privilégiés avec les corps intermédiaires, avec les organisations non gouvernementales, avec les interprofessions, au travers de comités de dialogue où finalement ces avis étaient portés aux médias, aux médiateurs, aux décideurs publics. Et on voit aujourd'hui que ces avis,
s'ils sont remis en cause, ne serait-ce que par une fraction de la population, n'ont plus aucune utilité pour le décideur public. 2% de la population qui conteste un avis, alors d'autant plus que quand on conteste un avis de l'ANSES, comme on ne peut pas le remettre en cause sur le plan scientifique, on attaque ses experts. Donc c'est des experts qui sont forcément achetés puisque l'avis ne va pas dans le sens attendu. Donc c'est pareil en politique. Voilà. Et donc dans ce climat-là, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve des moyens d'associer plus directement nos concitoyens à la science, leur faire toucher du doigt ce dont on parle, les associer. Et encore une fois, je pense qu'un certain nombre d'initiatives qui font participer nos concitoyens à l'obtention des données, à la construction de cette expertise scientifique sont extrêmement utiles. Roger Genet, vous fêtez vos 10 ans, l'ANSES. On a l'impression qu'au début, vous ne preniez pas trop la parole, vous étiez un peu la grande muette. Aujourd'hui, vous manifestez plus fort lorsque vous n'êtes pas d'accord. Vous avez raison, je pense qu'il y a eu une interrogation et d'abord à la création de l'agence, une vision que nous étions l'expert du gouvernement. 85% de nos saisines viennent des pouvoirs publics aujourd'hui. On rend à peu près 250 avis scientifiques chaque année. Et que nous étions une agence au service de la décision publique et du gouvernement. On voit bien aujourd'hui que les sujets, tous les sujets qui sont à l'agence, qui sont montés en puissance, sont des sujets qui interrogent directement nos concitoyens, parfois qui sont remis en cause, et que la meilleure façon d'aider les pouvoirs publics, d'aider les décideurs publics, pas seulement gouvernementaux, à se faire une opinion pour forger leurs décisions, c'est effectivement d'être transparent et d'entraîner avec nous nos concitoyens et la population. Et donc, quand on regarde nos avis, on voit bien que même si ce sont des avis très techniques que l'on cherche à rendre lisibles dans un travail avec les journalistes notamment, très directement, ils sont analysés, parfois dévoyés d'ailleurs, par une lecture trop rapide de nos concitoyens. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on saute dans l'arène et qu'on trouve différentes modalités pour dialoguer directement avec les citoyens. Je veux dire, depuis 6 mois, nous discutons avec le Conseil économique, social et environnemental, nous discutons avec le Comité national du débat public, nous discutons avec France Stratégie, avec tous les acteurs publics qui peuvent nous aider à construire d'autres modalités de dialogue avec la société, sans pour autant renoncer à tout le travail de confiance qu'on a construit avec nos partenaires, avec les médias, et avec les ONG. Nous avons une gouvernance grenellienne, donc tous les organisations non gouvernementales, France Nature Environnement, Robin des Bois, aussi bien d'ailleurs que la FNSEA, où les interprofessions sont dans nos instances, discutent avec nous, mais je crois qu'il faut qu'on aille au-delà pour recréer, en fait, participer à recréer un débat citoyen. Vous êtes un rempart quelque part. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce rempart peut être renforcé et par quoi ? Alors, on peut toujours être renforcé. Je pense que ce qui fait la solidité, c'est effectivement la construction d'un système de sécurité sanitaire, d'un système d'agence lisible. Ce qui le fragilise, on avait encore ce matin, en fait, sur le stand, un certain nombre d'agriculteurs qui sont venus nous présenter les difficultés qu'ils avaient avec des problèmes sanitaires éventuels, par exemple liés aux lignes haute tension, par exemple, où on est dans une incertitude scientifique totale. Bon, je crois qu'il faut avoir le courage de dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, mais surtout, il faut que ce soit lisible pour nos concitoyens. Donc, c'est tout ce qui peut améliorer cette lisibilité. Quel est le rôle d'une agence d'expertise scientifique? Quels sont le rôle des structures locales, les agences régionales de santé, les services déconcentrés de l'État, les autres agences sanitaires? Comment se construit la décision publique? On s'aperçoit que même les décideurs publics, les collectivités, finalement, ont du mal à comprendre quel est le rôle de chacun. Donc je pense qu'on a un enjeu majeur, si on veut être compris, c'est d'être correctement lu, être correctement visible. Et évidemment, notre présence ici au Salon, elle a aussi cet objectif. C'est l'événement dans l'année où on touche un très large public pour lui expliquer ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Au sein de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est-ce qu'on sent un retour de la science à sa juste place dans les décisions? Bien sûr, parce que l'Assemblée nationale est le reflet de la société. C'est les représentants de territoires, de sensibilités totalement différentes qu'on retrouve facilement dans une société. Et lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte, lorsqu'il y a des sujets qui sont manipulés, lorsqu'il y a des engagements qui sont pris ici ou là, cela reflète la société. Et donc, bien sûr, lorsqu'on est engagé sur des débats, quel qu'il soit d'ailleurs, et qu'il y a le nécessaire recours à la science,
Oui, nous avons besoin de solliciter nos scientifiques. Je le préside à mission justement sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Nous avons besoin d'auditionner l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient scientifiques ou non, mais également la science. Nous avons auditionné l'ANSES et d'autres acteurs. C'est important, mais vous savez, ce qui était dit là à l'instant sur le nécessaire besoin de se faire communiquer entre eux, les consommateurs et le monde scientifique, les citoyens et le monde scientifique, les consommateurs et les producteurs, parce qu'en fait tout ça est lié. C'est lié à un discours qui est différent. Vous savez, un tweet, c'est 280 caractères et ça prend 20 secondes à faire. Et ça peut être ravageur. Une publication scientifique, c'est des mois de travail, des pages de rédaction et des heures de lecture. Et pour le coup, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même langage. Et forcément, vous disiez, on vous entend davantage, mais c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire pour faire se rapprocher les deux mondes. Et puis je crois qu'il faut bien expliquer le rôle des scientifiques et de l'expertise. Vous savez, un chiffre qui est tout à fait marquant. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est l'agence de sécurité sanitaire dans le domaine des risques radiologiques et nucléaires, fait un baromètre annuel. Et un chiffre m'a frappé cette année. 69% de nos concitoyens estiment qu'il faut plus et mieux tenir compte de l'opinion publique dans la construction de l'expertise scientifique indépendante. Alors, oui, il faut tenir compte des attentes de la population. Mais l'expertise scientifique, c'est tout sauf tenir compte de l'opinion ou des croyances. Et ça, je pense qu'il y a un sujet d'éducation, de formation et probablement aussi d'une trop forte, je dirais, séparation entre les formations en sciences humaines et sociales et les formations en sciences expérimentales. En clair, bien distinguer dans le débat public opinion et connaissance. Exactement. Opinion, croyance, connaissance. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Une question. Emmanuel Macron est passé sur votre stand. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet ? Alors, on a eu l'occasion déjà, sur les sujets très techniques, en fait, d'échanger. Moi, ce que je lui ai dit, c'est justement qu'on avait besoin des organismes de recherche pour construire l'expertise scientifique, de la façon dont on travaillait avec l'INRA, avec le CIRAD, avec l'INSERM, avec les organismes, pour mobiliser leurs compétences scientifiques au service de l'expertise scientifique, parce que l'agence, au-delà de ses 1400 personnels, c'est 900 experts scientifiques dans nos panels d'experts qui sont extérieurs à l'agence et qui viennent construire nos avis. Et je lui ai effectivement indiqué qu'au-delà des relations que nous avons avec les parties prenantes, on avait la nécessité, pour assurer la crédibilité de notre expertise, de trouver de nouveaux moyens de recréer un contrat de confiance avec la société. Et que vous a-t-il répondu ? Et il m'a répondu qu'on pourra probablement avoir le haut patronage du président de la République pour notre colloque le 1er et 2 juillet prochain à la Cité des Sciences, où je vous invite à venir nous écouter les scientifiques sur le thème crédibilité de l'expertise scientifique et décision publique. Roger Genet, merci beaucoup. Julien Dive, merci beaucoup d'être venu ici débattre de ce sujet. Puis merci Patrice Moyon et surtout merci à vous.